Mesdames, Messieurs, bon après-midi, bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. Vous êtes sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Après 4 mois d'absence, puisque c'est notre dernière émission, c'était le 30 décembre dernier, nous sommes de retour justement sur votre chaîne préférée pour vous apporter le meilleur de l'information avec des invités de marque. Déjà, à ma gauche, Patient Parfait-Ndom, c'est un homme politique de l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, bien créé le 10 avril 1948. Il est notre invité cet après-midi. Patient Parfait-Ndom, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, Steve Jessanangos. Très heureux de te retrouver de nouveau sur ce plateau. Je ne peux pas vous dire combien j'ai été harcelé pendant ces mois de léthargie, mais je pense que nos téléspectateurs comprendront très bien la nécessité qu'il fallait pour qu'enfin ils puissent avoir ce magnifique plateau, New Look, dans lequel la plupart des émissions de Panafricanist TV auront dû, n'est-ce pas, dorénavant, mais surtout, tout ce qui a été mis en place comme logistique pour un meilleur confort, n'est-ce pas, à la fois d'écoute, mais aussi de vue pour que, enfin, nous commencions progressivement à réaliser nos rêves, c'est-à-dire à la fournir chez eux, à domicile, n'est-ce pas, cette très belle aventure, cette très belle initiative, mais surtout cette arme redoutable du panafricanisme médiatique que a été, pendant, selon moi, Panafricanist TV. Merci pour cette invitation et, une fois de plus, bonjour à nos valeureux techniciens, surtout sans oublier les millions d'Internet, de télé, Internet, tout ce que vous voulez, qui ont été fidèles et qui ont toujours été à nos côtés. Merci une fois de plus pour cette invitation. Très heureux de vous avoir, Patient Parfait-Ndom, encore cet après-midi. Bon retour en tout cas avec nous pour cette, on le dit comme ça, nouvelle aventure. À ma gauche, à ma droite cette fois-ci, Albert Anatola ici, c'est 3 ans, c'est un journaliste d'investigation. Il est notre invité cet après-midi. Albert Anatola ici, bon après-midi, bienvenue à vous. Bonjour à vous, Steve Jessanangos. Je dis bonjour aux doyens et co-combattants, Patient Ndom. Je dis bonjour au top management de Panafricanist TV. Bonjour aux millions d'internautes qui suivent n'est-ce pas, qui suivent nos émissions dans diverses plateformes, notamment, je crois, YouTube et Facebook, entre autres. Je dis bonjour aux techniciens. Je dis bonjour à l'Afrique. Depuis l'annonce, n'est-ce pas, du retour de nos programmes, j'ai lu diverses réactions des internautes par rapport à cette télévision qui est une belle tribune, n'est-ce pas, dans le cadre de notre dynamique de lutte, de libération, n'est-ce pas, d'émancipation. Alors, avant, n'est-ce pas, cette pause qui commençait à un peu trop durer, nous avons eu à lancer des appels, n'est-ce pas, de coups de cœur, pour dire comme ça, dans les dynamiques de lutte, de libération, il y a un élément essentiel qui permet à la lutte de se poursuivre ou de s'arrêter. Ça s'appelle le nerf de la guerre. Et il me semble que j'ai entendu beaucoup de cris d'orfraie, n'est-ce pas, par rapport à cette interruption, comme je dirais, qui était momentanée. Nous leur demandons, en tout cas je leur demande que le nerf de la guerre, c'est la chose qui manque le plus dans le cadre de notre lutte. C'est très bien beau de commenter nos différentes émissions, notre lutte, de nous encourager, mais ce que nous faisons, ce n'est pas pour nous. Aujourd'hui, nous profitons du sacrifice de nos dévanciers dans le cadre de cette lutte. Aujourd'hui, nous prenons notre responsabilité dans la poursuite de cette lutte. Il appartient aux autres de soutenir cette lutte, d'abord par les moyens financiers, parce que les autres utilisent la corruption pour essayer d'alimenter les dynamiques de déstabilisation de notre lutte. Je parle des États-Unis, je parle de la France, je parle du bloc européen, je parle du bloc occidental, qui corrompent justement nos leaders d'opinion, les partis politiques, la société civile, quelquefois même des médias. Donc nous pensons que si les mêmes personnes qui multiplient le nombre de vues dans notre plateforme sont capables d'apporter ne serait que 10 €, ça devrait faire l'affaire. Merci pour l'invitation.
Très heureux de vous avoir, Albert Anatole Haïzi. Mesdames, Messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Une interrogation comme à notre habitude cet après-midi. Mali, suspension des partis politiques, le recul de la démocratie. C'est notre grande interrogation de cet après-midi dans le cadre des paroles panafricanistes. Eh bien, mesdames, messieurs, les autorités maliennes, il faut le préciser, ont suspendu toutes les activités politiques dans le pays jusqu'à nouvel ordre. À la suite du décret de suspension des partis politiques et associations à caractère politique, eh bien, pris mercredi dernier, la haute autorité de la communication a pris le relais jeudi suivant, invitant tous les médias, radio, télé, journaux écrits et en ligne, à arrêter toute diffusion et publication des activités des partis politiques et des activités à caractère politique des associations, eh bien, dans un communiqué. Un porte-parole, on va le dire comme ça, du gouvernement malien, le colonel Abdoulaye Maïga, a déclaré à la télévision d'État, mercredi soir, que la suspension des activités politiques était motivée par ce qu'il a appelé des discussions stériles lors d'une tentative de dialogue national au début de l'année, mais aussi pour des raisons de maintien de l'ordre public. Plus de 80 partis politiques et groupes civils ont récemment appelé, on va le dire ainsi, à la tenue d'élections présidentielles dans les meilleurs délais. La mesure de suspension des activités des partis politiques intervient dans un contexte marqué par le débat politique. Et surtout, on parle justement de la fin du régime de transition. La mesure, on va le dire ici, est justement prise par le gouvernement malien. Les autorités avaient proposé un chronogramme de 24 mois à partir du 26 mars 2022 pour organiser une présidentielle afin de transmettre le pouvoir aux civils. Mais on le sait encore, jusqu'à preuve de contraire, eh bien, ce gouvernement a besoin de travailler davantage pour remettre ce pouvoir entre les mains du civil. Mais pas n'importe quel pouvoir et pas n'importe quel gouvernement, pour ne pas dire pas n'importe quel pays, même pays libre et souverain. Qui se cache donc derrière ces partis politiques? Qui les finance quand on sait pertinemment, mesdames, messieurs, que déjà les autorités de transition avaient demandé la suspension de tout financement venant de l'extérieur de ces partis politiques, chose qui, jusqu'à preuve de contraire, n'est pas encore mise sur la table. Nous nous posons donc la question ce matin, ou alors cet après-midi, Mali, suspension des partis politiques, le recul de la démocratie, telle est notre grande interrogation. Je vais me tourner vers vous, impatient parfum, donc vous êtes un homme politique, vous êtes de l'UPC, ce parti politique emblématique créé le 10 avril 1948, cette décision prise par les autorités maliennes vous surprend-elle? Parce que pour bon nombre de panafricanistes, jusqu'à preuve de contraire, le Mali doit être libre et souverain avant de remettre le pouvoir aux civils. C'est une information qui ne surprend pas grand monde. D'autant plus que quand on regarde le chronogramme issu de la concertation nationale qui fixait la fin de la transition et l'organisation des élections, je crois, au 24 ou 25 avril, et on a vu tranquillement cette deadline-là franchie et puis les autorités de transition ne semblaient pas communiquer sur la suite des événements. Donc pour ceux qui analysent de manière pointue les faits, on s'attendait bien à une information comme celle qui est tombée, qui devait mettre fin à l'activité des partis politiques. L'activité des partis politiques dans l'optique d'essayer d'abord d'apporter une paix relative et de sécuriser l'ensemble du territoire national, sans oublier les hommes et les biens, pour enfin ouvrir la page d'une nouvelle ère démocratique étant sûr justement que les différents acteurs, nouveaux et anciens, pourront maintenant reprendre leur activité en toute quiétude, sans avoir à se poser des questions sur la faisabilité de leur activité sur l'ensemble du territoire national. Ça, c'est un argument, moi, que j'attendais, fort évidemment. Ce que je souhaite, dans ce cas-là, parce que l'histoire aussi nous apprend beaucoup des régimes de transition militaire qui se sont installés sur la durée en instaurant une espèce de ce que j'appelle une dictature éclairée, parce que c'est ça qu'il faut jouer les questions là aujourd'hui. Elle s'était quand même basée sur la théorisation de leur vision. Il faut théoriser la vision de ce que cette dictature éclairée, à travers ce gouvernement de transition, veut faire du Mali aujourd'hui. Si elle se limite à dire, écoutez, c'est parce que le pays vit dans une insécurité grandissante ou bien une insécurité qui ne permet pas l'exercice plein et entier d'une quelconque démocratie, ça serait un peu réduire, n'est-ce pas, à mon sens, la vision
qu'ils ont du Mali de demain. Le Mali de demain doit être un Mali où l'ensemble des acteurs, mais surtout le peuple malien, tourne complètement le dos à tous les éléments, tous les piliers qui ont été à la base du néocolonialisme rampant et de la France-Afrique qui a complètement assujetti l'ensemble des pays de ce qu'on peut appeler le précaré français, en tournant le dos, en tournant cette page-là, pour s'orienter vers un nouveau paradigme qui va s'inscrire de manière définitive, pour ne pas dire durable, dans ce que j'appelle l'Union, n'est-ce pas, la Fédération des États-Unis d'Afrique. C'est dans cette optique que moi, je peux donner, je peux valider cette option de nouveau pouvoir malien. Donc, il faut qu'ils théorisent très bien leur vision. Sinon, ils seront attaqués de toutes parts d'une vision des gens qui veulent conserver le pouvoir à vitam aeternam, des gens qui sont arrivés au pouvoir avec l'appui de ce peuple-là, donc ils veulent brimer aujourd'hui, parce qu'ils n'auront pas plus le temps et le moment, comment dire ça, bon, en fait, le temps de bien expliquer, n'est-ce pas, la nouvelle démarche idéologique qui est la leur, qui doit permettre au Mali de sortir de cette cage de fer dans laquelle nous sommes enfermés depuis très longtemps et de s'orienter vers la vision justement des pères du panafricanisme. Je crois qu'Anatole ici va revenir sur la question des pères, c'est-à-dire que c'est ce qui tenait à cœur les pères du panafricanisme, et ça, c'est essentiel. Je peux prendre 2 ou 3 exemples dans le monde où nous avons vu des dictatures militaires éclairées poser les jalons de la souveraineté nationale. Le premier dont je parle, je veux prendre l'exemple ici, c'est la dictature de Pâques, en Corée du Sud. Ce monsieur, en réalité, qui a planté dans les fonds baptismaux de la Corée du Sud moderne. Ce fut une dictature d'une radicalité incroyable. Et les partis politiques, et les syndicats, je ne parle pas de la société civile, tout le monde est passé pratiquement à la casserole. Quand l'ouverture démocratique est arrivée et que, bon, les gens ont estimé que ce type était d'une rigueur et d'une violence hors norme et qu'il fallait le transférer devant les tribunaux ont jugé, mais à la fin, tous les juges et tous les observateurs de ce procès coréen, ils sont quand même posé une question qui était simple. Où était la Corée du Nord avant la dictature de Pâques? Où est la Corée du Nord au jour d'aujourd'hui où Pâques cède de pouvoir à ce que vous appelez les civils? Et on a vu le bond énorme qui a été fait par la Corée du Sud, autant pour moi. Ils ont tout simplement dit, M. Pâques, rentrez chez vous. Tout ce qui peut être considéré comme vous péchez sur le plan de la gouvernance vous sont absous parce que vous nous avez aidé à faire un pas qualitatif extrêmement important. Je peux prendre cet exemple. On peut prendre l'exemple de Kadhafi sur le sol africain. Il y aura certainement des choses à le dire, mais là aussi, on voit comment on part. Bon, là, c'était un royaume avec le roi Idriss, à un gouvernement de militaires, mais qui aide le pays à faire des ponts en avant extrêmement importants. Malheureusement, il n'y avait pas la vision de la fédération dont les Africains ont besoin aujourd'hui pour se sentir plus costauds contre les attaques venant de l'extérieur. Donc, ce que je souhaite et ce que je peux dire aujourd'hui comme vision à l'État malien, ne considérez pas la question uniquement de la fin ou bien de la mise sur la touche des velléités de déstabilisation de votre pays par des groupes terroristes comme l'argument majeur qui justifie justement la décision que vous devez prendre. Ce que, à mon sens, vous devez prendre comme argument majeur, c'est le fait qu'il faut débarrasser totalement le Mali de toute forme d'ingérence impérialiste sur leur propre sol, mais surtout lui doter d'une vision sur le plan économique qui va faire du Mali un véritable îlot africain d'indépendance. Indépendance sur toutes les formes, mais surtout orienter le Mali vers la voie du panafricanisme à travers l'alliance de l'AES et de là, donner un chronogramme, je ne sais pas, 5 ans, 10 ans, où on va passer de l'AES qui est une alliance à une véritable union politique de ces 3 pays. Le point faible de l'Afrique aujourd'hui, c'est ça notre problème. Et maintenant définir les différents piliers de cette union politique qui passe, par ce que j'appelle la refondation du moule d'acquisition de connaissances qui est la formation, l'orientation vers des domaines extrêmement stratégiques
que sont par exemple l'acquisition des sciences, des techniques et des technologies, la question de la réforme sur le plan agricole pour être autosuffisant sur le plan alimentaire, la production en nombre d'ingénieurs, de savants, d'une très grande compétence et d'un très haut niveau, l'un des axes majeurs du Mali nouveau et de l'Alliance des États du Sahel nouvelle, ou bien nouveau, c'est souvent, bon, je m'embarque là dans des constellations étymologiques, ou bien épistémologiques qui ne sont pas très importantes. Donc, voilà ce que je vois. Parce que si on se limite uniquement sur le cadrage de dire, tant que le Mali n'est pas totalement, je dis bien totalement pacifié, alors là, on ne pourra pas remettre le pouvoir civil. C'est se mettre une espèce d'horizon qui risque d'être une fuite en avant de manière permanente. Parce que les ennemis de l'Afrique, ils feront tout pour que de temps en temps, il y a tous des escarmouches. Prenons un pays comme la Russie, qui est un très grand pays, mais même là-bas, le risque est zéro. Contre les actes terroristes n'existe pas. Vous le voyez pertinemment, les derniers événements nous montrent la suffisance. Comment, même si nous sommes un géant avec des données, des capacités de sécurisation de son espace territorial très très avancé, on n'est pas du tout à l'abri d'une attaque, d'une lâcheté qui ne dit pas son nom, comme ce fut le cas avec l'attentat contre le comment ça s'appelle, Kroukous, n'est-ce pas, au niveau de Moscou, de ce grand hall-là. Donc je pense, à mon sens, qu'il faut plutôt redéfinir la vision, le cap, basé sur la donne panafricaine pour le Mali nouveau, et pour cela, expliquer aux populations de Mali que nous ne pouvons pas aller dans cette orientation-là si nous continuons à avoir ce qu'ils appellent les débats stériles, parce que justement, il y en a. Moi, je ne dirais pas que tous les partis politiques maliens sont des partis qui se financent à partir de l'extérieur, je ne pense pas. Mais il faut justifier cela par le fait que le Mali a besoin de renouer avec ses sources de manière fondamentale, purement africaine, pour se lancer dans les problèmes de reconquête de leur souveraineté, d'indépendance, mais surtout d'un décollage économique réel. Parce que sans décollage économique, mon cher ami, malgré toutes nos richesses, on va les ressasser à ne plus en finir. Nous avons l'or, nous avons le diamant, nous avons le pétrole, nous avons le gaz, nous avons le lithium, le cobalt, tout ça. L'énoncé ou bien le grainage de toutes ces richesses ne fait pas de nous des hommes riches. Ces richesses vont se transformer en richesses quand nous serons capables nous-mêmes de pouvoir les transformer. C'est ça qui fait la richesse. Or, pour pouvoir les transformer nous-mêmes en richesse, il faut refonder de nouveaux hommes, refonder un nouveau système, refonder un nouvel espace social, politique et culturel. C'est ça qui fait des pays émergents, des pays qui comptent dans le monde aujourd'hui, des véritables puissances. Et là, l'Iran, il y a encore quelques jours, vient de nous faire la démonstration du fait que quand un pays est capable de s'assumer tout seul, quand un pays est capable de faire de la valeur humaine, de la richesse humaine, au sens propre du terme, sa première valeur, elle est capable d'affronter tous les défis, même les défis les plus colossaux qui lui sont imposés. Et à mon sens, c'est vers là que le nouveau game civilisationnel du Mali doit s'orienter. Albert Anatola, ici, vous qui êtes journaliste d'investigation et surtout directeur de publication du journal Le Cactus, le Mali n'est pas à l'abri de l'insécurité. Je poserai donc cette question qui agite le spectre du désordre public aujourd'hui dans ce pays, quand on sait quand même que 2 anciens ministres ont fait des sorties au cours de la semaine dernière. Je prends le cas par exemple de M. Moussa Mara sur sa page Facebook. Il est ancien Premier ministre du Mali et un des leaders du parti Yélema. Le changement évoque d'ailleurs une atteinte aux droits constitutionnels des citoyens, mais surtout un recul majeur dans la quête de l'unité et de la cohésion de la nation. Ce sont ces termes. Il y a encore, il faut le préciser, l'ancien garde des Sceaux Mamadou Ismaïla Konaté, qui appelle les Maliens à tirer la sonnette d'alarme afin de barrer la route à l'autoritarisme de la junte militaire. Ce sont ces termes. Monsieur Sylvie Longos, lorsque nous abordons les problématiques des Africaines qui sont portées sur les lieux de libération, d'émancipation et de liberté de l'Afrique, nous devons avoir en mémoire 3 choses. La première chose, c'est que nous sommes engagés dans une dynamique où vous avez des individus qui veulent faire de l'Afrique leur avenir, sans les Africains. Et ceci avec la collaboration des collabos
des traites intérieures, comme je les appelle. C'est ce qui est en train de se passer du côté du Mali. La seconde chose, nous devons pouvoir nous référer à l'histoire. L'histoire de l'Afrique, qui est ponctuée de trahisons, de contradictions on ne peut plus inacceptables par rapport aux dynamiques d'émancipation. Ça a conduit par le passé, dans le cours de l'histoire n'est-ce pas, de l'Afrique, à des assassinats politiques, à des crimes humains. Je crois que Sankara, Abiy-Ahmed, entre autres, Muammar Kadhafi en Libye, Saddam Hussein du côté de l'Irak, très souvent, la démocratie a été un prétexte. Or, dans le contexte panafricain, nous savons que la démocratie, j'ai envie de dire, c'est une grosse arnaque. Au même titre que l'histoire de droits de l'homme qu'ils agitent, qu'ils instrumentalisent. Et là, c'est important que nous soyons très durs avec des collaborateurs, c'est-à-dire les ennemis de l'intérieur. Oui. La troisième chose que je voudrais essayer de vous convoquer, c'est quoi? C'est que je ne peux pas accepter le thème de dictature éclairé sur ce plateau. Pour une raison simple. Je vais dans l'histoire. De Gaulle, avant de remettre le pouvoir aux civils, a fait au moins 6 ans. Ça n'a jamais... Mais il est le modèle politique de certaines personnes du côté de l'Hexagone. La seconde chose, l'Arabie Saoudite. Le Qatar, ce ne sont pas démocraties. Mais ils sont cités en exemple pour des enjeux géopolitiques et géostratégiques. Ils vendent du pétrole à tout le monde entier, y compris aux États-Unis, y compris assez prétentieux, qui n'ont pas de démocratie de droit de l'homme. De ce point de vue, j'ai envie de dire, il ne faut donc pas qu'il y ait du... Pour reprendre le terme d'un reptilien, il ne peut pas avoir de double standard. D'un côté, vous avez Zelensky en Ukraine, qui depuis le mois de février devait normalement organiser les élections dans son propre pays. Ça n'a pas été le cas. Il n'a pas fait l'objet de pression, ni de l'ONU, qui se mêle de ce qui ne le concerne pas, alors qu'il a mieux à faire en territoire ukrainien, justement, au Proche-Orient, entre autres, ou bien en République démocratique du Congo. Ça n'a pas fait l'objet de la sortie ubuesque de celui qui fait office de président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, qui, dans son propre pays, a fait allégeance à un putschiste, du but d'un parasite. Lui, qui a la prétention de vouloir accompagner le Mali dans la gestion de sa transition. C'est très prétentieux de sa part. Je suis par là pour illustrer davantage mon propos. J'ai envie de dire, je n'ai pas envie de m'aligner dans le narratif atlantiste qui instrumentalise le concept. Je ne suis pas dans cette logique. Je suis dans les dynamiques de lutte et de libération du continent africain. Quand je l'ai dit, ce qui s'est passé hier se passera à nouveau aujourd'hui. Que ce soit au Mali, au Burkina Faso, au Niger, dans mon pays, le Cameroun, c'est-à-dire vous aurez des ennemis de l'Afrique, que ce soit à l'intérieur qu'à l'extérieur. De mon point de vue, la priorité n'a jamais été l'organisation d'une élection. Les priorités sont ailleurs. On vient d'organiser une élection du côté de la République démocratique du Congo, qui a une élection qui a coûté près de 80 milliards d'euros, de francs CFA, j'ai envie de dire. Ça a changé quoi dans le quotidien des Congolais? Sur la pression de l'Union africaine, sur la pression de l'Union européenne, ils viennent se tenir une élection présidentielle du côté de la République démocratique du Congo. Est-ce que pour autant le M23 a cessé de ses incursions en territoire congolais? Est-ce que pour autant la crise multiforme, multisécuritaire, sociale et consort, tout ça, ça a cessé du côté de la République démocratique du Congo? Non. Il faut qu'on cesse avec ça. De mon point de vue, le Mali doit s'inscrire dans une dynamique de libération. Ça a été ça, l'argument majeur. Lorsque les nouvelles autorités inscrivent la transition dans la durée, c'est pour faire quoi? C'est pour éviter au Mali de revivre les mêmes démons que par le passé. C'est-à-dire qu'on organise une élection, après on retourne dans les mêmes situations, c'est-à-dire les crises politiques, les crises sociales, c'est-à-dire les crises économiques, ça ne résout aucun problème. Ça a été ça le leitmotiv justement de cette prolongation de la transition. Donc, il me semble que dans ce contexte, non, j'ai envie de dire dans ce double contexte, n'est-ce pas, de la tenue
du dialogue intermalien. Vous avez donc des individus qui sont de nulle part, qui vous disent, oh, écoutez, cette affaire de transition, ça devait s'arrêter au mois de mars. Et puis quoi? Et puis quoi? Est-ce que les problèmes des Maliens sont résolus? Je voudrais vous rappeler, M. Steve Dongos, que du point de vue des panafricanistes que nous sommes, je voudrais vous faire comprendre et savoir ici, rappeler ici, que le pouvoir malien est légitime parce qu'il porte l'onction de l'adhésion populaire du peuple malien. Je pense que régulièrement, les autorités maliennes, par la voix, soit du porte-parole du gouvernement, soit par la voix du chef du gouvernement, se sont toujours retournés vers le peuple malien pour rendre compte des actions menées ou à venir. De ce point de vue, ils ont du respect. Ils savent qu'ils sont mandataires du peuple. Maintenant, vous avez dans les pressions de Washington, qui s'est même donné la prétention, j'ai envie de dire, la condescendance, l'arrogance, de déclencher le compte à rebours du côté de la Guinée-Conakry pour un retour à l'ordre constitutionnel. Qu'est-ce qu'on a à foutre? Nous sommes dans un monde multipolaire. Aujourd'hui, nous pensons que la dictature s'est terminée. Qu'est-ce qui vous fait croire que du côté de Washington, il y a de la démocratie? Il n'y en a pas. Du côté de Paris, vous avez la démocratie là-bas? Parce qu'on organise les élections? Il n'y en a pas du tout. Donc, il faut, de mon point de vue, restituer les choses dans leur contexte et dire la vérité. Il faut éviter d'instrumentaliser les concepts comme la démocratie, le droit à l'ordre conditionnel, n'est-ce pas, le respect des droits de l'homme. Mais est-ce qu'ils respectent les droits de l'homme? Je crois qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, ce qui se passe du côté du Proche-Orient parle à tout le monde. C'est-à-dire, de ce côté, vous avez un pays qui est présenté comme gendarme du monde, respectueux, n'est-ce pas, de la démocratie, du respect, n'est-ce pas, des droits de l'homme, du droit international, mais qui vous dit d'abord que l'Israël a le droit de se défendre, et ensuite, ils n'ont jamais honte, parce qu'apparemment, ils ont un cerveau à l'envers, qui tourne à l'envers, j'ai envie de dire, et vous disent, écoutez, il faut un cessez-le-feu. Mais pendant qu'il parle d'un cessez-le-feu, il fourgue les armes à Israël. Quelle contradiction. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'on laisse le Mali et les Maliens, patriotes et souverains nationalistes, aller vers la vision qui est la leur, c'est-à-dire la vision de l'émancipation. Il ne doit pas avoir de pression. Et je pense même qu'il faut aller plus loin, savoir que dans un contexte de guerre, on suspend les activités des partis politiques. Ça s'est passé en France, ça s'est passé en Ukraine, ça s'est passé ça se passe actuellement du côté d'Israël, où Benjamin Netanyahu, qui sait que politiquement, il va mourir, s'il met un terme à la guerre contre le Hamas, qu'est-ce qu'il fait? Ce qu'il est en train de faire, c'est un exemple de démocratie. Mais pourquoi est-ce qu'il ne fait pas l'objet de pression pour organiser les élections telles que c'est demandé par le peuple israélien? Donc je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait des poids de mesure selon la géographie, selon les éléments géographiques, selon les éléments géostratégiques ou les enjeux géopolitiques. Passion Parfum d'Homme, la démocratie, comme le déclarait d'ailleurs Jacques Chirac, est un luxe pour les Africains. Est-ce qu'une élection est une preuve de démocratie, ou alors est-ce qu'une élection aujourd'hui au Mali est une solution? L'élection n'est pas une preuve de démocratie, c'est-à-dire si on ne veut pas de manière triviale. Ce qui est important, les partis politiques, comme les hommes politiques, il faut bien qu'on comprenne que ce sont des outils entre les mains du peuple. C'est le peuple souverain qui est le maître du jeu. Et pour cela, quand on veut prendre une direction comme celle-là, il faut toujours s'assurer que sur la durée, on aura le soutien et l'onction du peuple. C'est pour cela que toutes les grandes révolutions à travers le monde, si vous voyez très bien, c'est le cas de Cuba, c'est le cas de l'Union soviétique, la Russie aujourd'hui, de la Chine, même de l'Iran, attention, il y a toujours eu des mécanismes de requestionnement des choix qui ont été faits pour que ces choix-là soient validés par le peuple. Ce ne veut dire pas qu'on se plie aux injonctions de Washington, de Paris ou du bien de Londres. Mais à chacun sa manière, n'est-ce pas, de poser cette problématique-là à son peuple et d'être sûr qu'il a un accord parfait, j'allais dire majuscule, avec son peuple.
Si vous le faites par vous, vous êtes une dictature. Une dictature éclairée, Anatole, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. C'est ce que j'ai tenté d'expliquer. La dictature, c'est l'éclairer, c'est-à-dire qu'elle participe à commencer à construire une vision souveraine pour son propre peuple. Elle ne peut pas être rejetée. Mais là où le bas blesse, c'est de donner l'impression que, parce que vous avez été à un moment donné de l'histoire adoubé par le peuple, que vous n'avez plus de compte à rendre à ce peuple. C'est très dangereux. Nous avons vu le Pol Pot au départ. Il faut questionner l'histoire de Pol Pot. Comment ça a bien commencé? Et puis subitement, il s'est transformé en un dictateur hors pair qui a fini par manger son propre peuple dont il était censé défendre. Parce que justement, il était aussi attaqué de part et d'autre par, n'est-ce pas, ces forces impérialistes qui ont profité de cette faiblesse qui était la sienne pour transformer ce qui devait être une véritable révolution en autre chose. Deuxièmement, je tiens à dire qu'on ne peut pas sortir l'Afrique des griffes du néocolonialisme et de la France-Afrique si nous n'adoptons pas une nouvelle idéologie qui est à l'opposé de l'idéologie qui nous a maintenus sur les fausses codines de la France et de l'impérialisme. Il faut qu'il y ait une vision, une clarification sur ce point-là. La nouvelle idéologie, c'est quoi? À la fois malienne et celle de l'AIS. Il faut qu'on se dote d'une nouvelle idéologie. Or, que ce soit Cuba, que ce soit l'Union soviétique, que ce soit la Chine maoïste, on voyait qu'il y avait un fond idéologique qui était en opposition de manière radicale avec l'idéologie impérialiste. D'ailleurs, le grand Mao, là aussi c'était une dictature éclairée. Qu'est-ce qu'on a, la révolution culturelle, c'était quoi? C'était l'étape qu'il fallait traverser pour essayer d'éliminer totalement les endocolons qui étaient encore puissants dans ce Chine-là qui allait vers la révolution. Il ne faut pas l'oublier qu'il y a quand même la guerre entre le Parti communiste et le Comintern de Tchaiken-Tchèque. Donc ce n'est pas parce que la Chine continentale avait été envahie avait été dominée par le bloc communiste qu'il n'y avait pas les éléments de l'endocolonat à l'intérieur de ce sol. Il fallait les nettoyer totalement. Et cela est passé par ce qu'on appelle la révolution culturelle, premièrement. Troisièmement, Anatole, aucun de nos États ne pourra s'en sortir seul. Aucun. Même pas le Mali. Même pas le Burkina, même pas le Niger. Et c'est ça qui fait la magie, le charme de l'Alliance des États du Sahel. Or, ne nous limitons pas à l'Alliance. L'Alliance, c'est pour un moment. Il faut aller de l'avant vers ce que j'appelle l'unité politique, vers une fédération des États, avec une idéologie qui soit propre, qui soit construite par les Africains, pensée par les Africains. Et cette idéologie doit être une idéologie d'indépendance, de liberté et de souveraineté vis-à-vis des forces extérieures qui veulent dominer et qui ont toujours dominé l'Afrique. Donc, si vous n'opérez pas cette espèce de basculement qui vous permet d'être en osmose avec les choix du peuple, qui permet au peuple de comprendre où est-ce qu'il va, qui permet au peuple d'accepter les sacrifices dont il sera obligé de produire pour aller dans cette direction-là, je peux vous dire qu'à terme, il y aurait des problèmes. Il y aurait des problèmes à terme. Et c'est cet écueil-là qu'il faut éviter. Ce n'est pas qu'on est contre les dirigeants maliens, ou bien burkinabés, ou bien nigériens, mais c'est de leur dire de ne pas reproduire les mêmes erreurs que d'autres ont produit, et ont produit finalement des révolutions qui n'ont pas fait, qui ont fait long feu. Qui ont fait long feu. Vous savez, faire long feu veut dire n'a pas duré, parce que souvent les gens pensent le contraire. Donc il faut faire attention. Il faut faire très attention. Donc moi je dis que l'épicentre de ce nouveau jeu, l'épicentre de cette nouvelle orientation, l'épicentre de cette nouvelle stratégie, ou bien le point fondamental doit être l'assurance que la transition militaire doit avoir, de savoir qu'il est toujours en osmose avec son peuple. Parce que si vous n'êtes pas en osmose avec votre peuple, vous ne pouvez pas. La révolution cubaine a été possible parce que le peuple cubain a compris où voulait l'amener le leader Maximo, j'allais dire le Fidel Castro, avec l'ensemble de ses compagnons. Ils ont dit non à la domination américaine parce qu'ils sont passés par là. Cuba était devenu un vaste casino, où, un véritable pana, où les milliardaires américains venaient se donner à cœur joie dans tout ce qui est lubricité, pornographie, luxure, avec des gamins, vous devez le savoir. Donc le peuple a dit, nous ne voulons plus vivre ça. Et qu'est-ce que Fidel Castro leur a donné? Il leur a donné une nouvelle idéologie. Idéologie de la dignité, qui donne au peuple cubain la dignité,
l'indépendance, la souveraineté. Mais surtout, qui leur a permis de donner la capacité, à travers l'école, à travers la refondation, n'est-ce pas, des enseignements, de domestiquer la science. Aujourd'hui, Cuba est cité. Ne prenons que le domaine de la médecine. C'est l'un des champions au monde. Une petite île qui est sous embargo depuis pratiquement les années 50, mais qui réussit, malgré cet embargo d'une violence incroyable. Je vais vous donner un exemple. Si un bateau quelconque, d'un pays quelconque, passe par Cuba, accoste à Cuba, il est interdit d'accoster aux États-Unis. Il est interdit de recevoir le quitus des assurances des majors qui assurent les grands bateaux au monde. C'est vous dire, n'est-ce pas, la fermeté, la violence, n'est-ce pas, de cet embargo contre Cuba. Sans oublier qu'il y a l'enclave de Guantanamo et que les États-Unis continuent aujourd'hui de préempter là-dessus. Donc je dis, attention, attention, Anatole, la révolution iranienne, aujourd'hui, parlons de l'Iran, parce que c'est eux qui sont sur la sellette, à travers l'imam Khomeini. Quand il partait de France pour son pays, personne n'aurait pu imaginer que ça va être ça l'Iran d'aujourd'hui. Or, l'Iran ne s'est pas limité à lire le Coran. Ils ont aussi compris, c'était déjà fait avant, avec Jean-Paul Mbelek peut nous faire un petit cours là-dessus, avec les grands docteurs, ingénieurs dans les domaines assez pointus de la science qu'ils avaient déjà, mais on a renforcé durablement, n'est-ce pas, cette action-là, cette axe-là. C'est ça qui permet aujourd'hui à l'Iran de produire 2 fois plus d'ingénieurs que la France. Ingénieurs de haut niveau, plus que la France. Alors, si un pays comme l'Iran est capable de produire 2 fois plus d'ingénieurs de haut niveau que la France, pensez-vous que la France peut tenir devant l'Iran aujourd'hui en termes de confrontation? Ce n'est pas possible. Donc, il faut orienter, n'est-ce pas, la nouvelle vision civilisationnelle, politique et culturelle du Mali vers ces axes-là qui vont permettre au Mali d'être indépendant sur le plan agricole, sur le plan scientifique, sur le plan technique, sur le plan technologique, et d'arrêter de penser que nous allons recevoir de manière infinie l'aide qui vient de la Chine, de la Russie, de la Turquie. Mais qui sont-ils? Il faudra que nous soyons capables nous-mêmes à un moment donné de commencer à produire par nos propres savoirs ces mécanismes de résistance, ces mécanismes de souveraineté qui vont faire de nos pays et de nous-mêmes des pôles émergents capables de challenger les autres pôles dans le monde aujourd'hui. Et ça passe par des réformes d'une profondeur incroyable. Ça passe par une adhésion massive à la politique, à l'idéologie du peuple. Et cela ne peut pas se faire sans le peuple, parce que sinon, si le peuple, comme le disait Mao, je garantis à chacun de vous un bol de riz. Vous savez qu'il y a la famine qui avait frappé la Chine à un moment donné, dans son histoire. Si, à un moment donné, le peuple a l'impression que vous avez de beaux discours, vous avez de beaux présupposés de sortie de crise qui ne se transforment pas, en réalité pour régler leur sortie de la misère dans laquelle ils sont. Je peux vous assurer que ça peut créer problème. Or, les 2 religions qui nous ont été imposées, la religion chrétienne et la religion musulmane, malheureusement pour le Mali, ils sont à fond dedans, ne sont pas des outils à la fois spirituels, à la fois, j'allais dire, aussi conceptuels du point de vue de la religiosité même des peuples, qui nous permettent de sortir de la dépendance. Donc vous voyez que le chemin à parcourir ne sera pas facile. Et pour amoindrir les souffrances du peuple malien, c'est d'où je viens, je vais sortir par là, par l'expérience de, on dit que, chez moi, ambassadeur, c'est pour dire que il faut savoir communautariser les difficultés, et il faut savoir aussi communautariser les pas qualitatifs. Si nous ne le faisons pas, et que nous voulons copier l'Europe occidentale, où on communautarise plutôt les pertes, mais quand c'est les bénéfices, c'est la happy few que s'en sortent par le haut, je peux vous dire qu'on aura pris un mauvais chemin et qui va nous faire regretter ces avancées que nous avons fait aujourd'hui. Or, l'Afrique n'a plus droit à l'erreur. Le Mali n'a plus droit à l'erreur, au vu de tout ce que nous constatons. Donc, faisons très attention, continuons de bien réfléchir à la question, continuons de bien nous armer, à la fois psychologiquement, idéologiquement, spirituellement et culturellement, pour que les faux pas d'hier ne soient plus possibles aujourd'hui. J'ai écouté Ibrahim Traoré qui disait, lui n'est pas Sankara. Il ne fera pas les erreurs de Sankara. On dit, combien de dire que ton ami
ou dit un complot contre toi, il va dégainer le premier. D'accord. Mais pour que tu puisses avoir la bonne information de celui qui va venir te souffler cela à l'oreille, il faut que cette personne soit convaincue que ta disparition va mettre fin à ses rêves d'une véritable souveraineté, d'une véritable indépendance. Et ça, je peux te l'assurer, ce n'est pas du tout facile. Et ça n'a rien à voir avec les acteurs politiques anciens qui braillent, parce que ça, c'est presque le passé, mais ça a à voir avec l'Afrique nouvelle, avec le Mali nouveau, qu'il faut construire avec cette jeunesse pour des visions comment dire ça, opérationnelles, qui seront capables de faire accepter au peuple les souffrances nécessaires et quasi automatiques dont ils devront subir pour atteindre cet horizon-là. Merci à vous, patient parfait d'homme. Albert, Anatole, ici l'Afrique et le Mali doivent-ils finalement se conformer aux règles de l'Occident ou alors accepter finalement la démocratie qui, jusqu'à preuve de contraire, n'a pas apporté de véritables solutions sur le continent noir? En lieu et place de dictature éclairée, je préfère le terme guide éclairé. Parce que dictature éclairée, ça renvoie à autre chose dans ma compréhension. Cela étant dit, les autorités maliennes sont engagées dans un processus de refondation du Mali. Ils l'ont dit. Lorsqu'on parle de refondation d'un État ou d'un pays, c'est très profond. Ça veut dire qu'il est question de changer de cap de paradigme, de s'engager dans une autre vision. Ils n'ont pas de refonder le Mali. C'est pour cela que, lorsque cela s'est avéré nécessaire, ils ont pris la responsabilité historique de dégager les collaborateurs. Ils ont pris la responsabilité historique, n'est-ce pas, de sortir du G5, Sahel. Ils ont pris la responsabilité historique de dégager les bases militaires étrangères de leur sol. Ils ont pris la responsabilité de s'engager dans une autre communauté, n'est-ce pas, politique, diplomatique, économique, culturelle, entre autres, qui s'appelle l'AS, qui ne va pas se limiter à 3 États, nous le pensons. Cela étant dit, si l'ONU veut jouer les importants au Mali, alors qu'elle fasse pression à la France, n'est-ce pas, de sortir des tiroirs la requête malienne concernant les multiples violations, les multiples crimes, les multiples missions clandestines de la France du côté du Mali. Là, elle va être intéressante pour nous, l'ONU. Tant que ce n'est pas le cas, ce n'est pas intéressant pour nous, l'ONU. Nous connaissons ses limites. La seconde chose, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, tout à l'heure, dans ma première prise de parole, je veux parler du basculement géopolitique. Cela suppose donc que nous n'avons pas été satisfaits, les Maliens avec nous, de notre coopération, de notre histoire, notre marche avec le bloc atlantiste, avec le bloc occidental, qui pérorait sur la démocratie, sur les concepts. Un peu comme ils nous entubent et nous enfument avec la transition écologique, le droit international qui ne respecte pas. Non. La démocratie, qu'est-ce que nous avons à foutre de ça? Aujourd'hui, il y a une question majeure qui se pose. Quelle est la priorité pour les Maliens? La stabilité politique, sécuritaire, avoir 3 repas au moins par jour ou une élection? Quelle est la priorité? Posez cette question aux Maliens. Je pense que vous aurez une réponse différente de celle que tout le monde pense, que le bloc atlantiste croit. C'est-à-dire l'élection, c'est-à-dire le retour à une lettre conditionnelle. C'est quoi le retour à une lettre conditionnelle? C'est quoi ça renvoie à quoi? C'est-à-dire ils veulent mettre au Mali quelqu'un qui contrôle. C'est ça le projet. Ils veulent mettre au Mali, comme ils l'ont fait au Tchad, quelqu'un qui contrôle, qui sert les intérêts. C'est ça le projet. Un peu comme le voyou que vous appelez Mahmoud Dicko. Ils l'ont fait. Donc moi je pense que la priorité aujourd'hui au Mali, ce n'est pas une élection. La priorité, c'est pas le retour à l'ordre conditionnel, tant qu'il n'y a pas d'ordre conditionnel au côté du Mali. Avant 2020, entre avant 2020 et aujourd'hui, le Mali se porte mal au mieux. La question est là. Du point de vue de sécurité d'abord, du point de vue de l'autonomie stratégique. Avant, c'est les mêmes individus qui paieront aujourd'hui sur le retour à l'ordre conditionnel au Mali, qui se moquaient des forces armées maliennes. Aujourd'hui,
Ces forces armées sont montées en puissance, en tout point de vue. Ils continuent à pérorer. Ils vous disent que non, depuis qu'ils sont partis du Mali, les terroristes ont repris du pont de la Bête. La même chose, les mêmes fanfaronnades qui sont relais par les implicateurs du fait des collaborations internes. Donc, non, je pense qu'aujourd'hui, que nous avons un choix. Il ne s'agit pas de rester, chacun ne doit pas rester, personne ne peut rester, n'est-ce pas, dans son coin. Aujourd'hui, nous devons choisir un camp. Et le camp que l'Afrique, d'une manière générale, doit choisir, ce n'est pas le camp des atlantistes. Le camp que l'Afrique doit choisir, c'est le camp de la multipolarité qui est incarné par la Russie, par les BRICS, et non par Washington et ses amis. Nous connaissons la suite. Nous avons fait l'expérience de l'unipolarité. Nous connaissons les résultats. Nous avons fait le bilan de l'unipolarité. C'est ce qui se passe du côté du Proche-Orient, c'est ce qui se passe du côté de l'Ukraine, c'est ce qui se passe dans la République démocratique du Congo, ce qui se passe du côté de la Libye, n'est-ce pas? La Libye est devenue une démocratie, n'est-ce pas? L'Irak est devenu une démocratie après l'assassinat de Saddam Hussein et de Muammar Kadhafi. Ces pays sont devenus des démocraties, n'est-ce pas? Où, n'est-ce pas, les pays, les populations vivent, ils mangent à leur faim, comme avant. C'est ça. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, de mon point de vue, la transition n'est pas une priorité. Le retour conditionnel n'est pas une priorité, de mon point de vue, au Mali. Ni au Niger, ni au Burkina Faso, ni ailleurs. Et en plus, est-ce qu'ils sont plus démocrates que les hommes entrés, que les militaires? Et Izanawa, c'était quoi? De Gaulle, c'était quoi? C'était pas un putschiste? Dieu sur au Ghana, l'un des pères fondateurs de la démocratie, la véritable démocratie au Ghana, c'était qui? Sankara, c'était une dictature. Bref, je n'ai pas envie d'utiliser le narratif des autres, parce que ça a toujours fonctionné comme ça, et ça ne va pas continuer à fonctionner ici. Passion Parfum d'Homme, Lando Colonna est quand même très bien ancré du côté du Mali, même si on sait pertinemment que le peuple malien est de tout cœur avec le gouvernement de transition. Mais vous avez parfaitement raison. Le truc, c'est il ne faut pas utiliser la méthode Coué dans cette affaire-là. C'est-à-dire, moi, mon discours tient à dire il ne faut surtout pas que par des décisions comme celle-là, que ces décisions n'aient pas été préparées à l'avance avec la complicité du peuple. Parce que si le peuple se rend compte à un moment donné qu'il n'est plus du tout associé à la prise de certaines décisions radicales qui vont dans le sens de la protection de ses propres intérêts, ça risque de commencer à créer des fissures, des lézards, à lézarder, n'est-ce pas, cette complicité qu'on a vue en mouvement quand il a fallu dire non à la présence, par exemple, militaire française sur le sol malien. Et n'oublions pas, Abel Anatola ici, que une chose, c'est de dire qu'on s'en fout, je suis le champion de celui qui le pense. J'ai prouvé ici à 1000 reprises qu'il y a des coups d'État réactionnaires, comme il y a des coups d'État progressistes. Ce n'est pas ça le débat. Mais c'est la capacité de communiquer pour qu'on ne soit pas pris dans le piège, n'est-ce pas, des forces impérialistes qui ont des capacités de communication qui sont terribles. Et n'oubliez pas qu'à côté de Mali, à Ben Anatola ici, il y a un pays que tout le monde aujourd'hui tente de citer un exemple comme exemple démocratique dans le monde. Je parle de ce pays-là qu'on appelle le Sénégal, où il y a eu des élections, curieusement. Et tout le monde applaudit. On dit, vous voyez, il suffit un peu de résilience, un peu de résistance, on peut arriver à des résultats qui sont l'émanation de la volonté du peuple. Surtout qui sont jeunes. C'est vous qui le dites. Parce que je ne veux pas parler. Tous les flèches vont être dirigées vers moi maintenant. Mais je vous dis à Ben Anatole ici, vous ne pouvez pas prendre ce qui s'est passé du côté du Sénégal comme si cela ne pourra pas avoir de l'effet sur la perception, n'est-ce pas, de la société malienne qui dit que, mais attendez, il n'y a pas que les militaires qui sont capables de produire le miracle pour nous. C'est pour cela qu'il faut communiquer. C'est pour cela qu'il faut éduquer. C'est pour cela qu'il faut toujours être en complicité avec son propre peuple. Pour que ces sirènes-là ne démoralisent pas justement la volonté du peuple de faire de Mali et de l'AIS un nouvel espace qui ne rentre pas dans le cadrage de ce que vous avez l'habitude d'appeler la démocratie occidentale. Mais sinon,
tout. Il y a beaucoup, surtout la classe moyenne africaine, elle applaudit le Sénégal. On dit, oh, vous voyez, c'est un grand pays, ils ont des membres, les juges du Conseil constitutionnel qui n'aiment pas la corruption, ils sont opposés à leur président. Il y a des jeunes qui ont résisté depuis trop longtemps, qui sont aux affaires. Par le biais de quoi? Des élections dites démocratiques. Attention, c'est très complexe ce qui se passe en Afrique aujourd'hui. Donc, moi, je dis oui, je suis d'accord avec le gouvernement de transition malien. Mais je leur dis quand même, de ma petite expérience, parce que comme vous le voulez, non, j'en ai quand même, et j'ai le droit de leur donner ce petit conseil. Ne coupez pas le lien, la corde, la ligne de vie qui vous unit à votre peuple. Et pour cela, vous devez travailler de manière constante avec ce peuple pour que c'est eux-mêmes qui soient administratifs dans l'implémentation des décisions qui seront prises pour le Mali, pour que justement elles soient le socle, j'allais dire le bouclier, n'est-ce pas, atomique, qui vont, n'est-ce pas, vous prémunir et dispenser de toutes les explications vaseuses par rapport à ce qui peut être considéré comme des avancées sur le plan démocratique dans le cas du Sénégal. Et ça, c'est très important. Si vous ne le faites pas, Anatole, les soutiens seront fermes 1 année, 2 années, à la 3e année surtout, si les gens n'ont pas l'impression que leur vie sur le plan social a vraiment, il y a eu des modifications radicales, il y aura pas commencer à avoir des... Mais c'est donc cela justement la priorité. Tout à l'heure, j'ai indiqué que si nous faisons une enquête d'opinion aujourd'hui du côté du Mali, si le peuple malien doit choisir entre le retour continué par une élection qui va lui coûter plusieurs milliards de francs CFA et la stabilité, la sécurité alimentaire, la sécurité tout court, je vous fais comprendre, je suis certain que la majorité des Maliens va choisir, n'est-ce pas, la sécurité alimentaire. Parce que qu'est-ce qui est à l'origine de la colère générale, des révoltes populaires? C'est parce qu'on a faim. C'est parce que les fruits de la croissance ne sont pas équitablement redistribués. Et il me semble que, comme le dit Patiendom, il me semble que régulièrement, les autorités maliennes sont face à leur opinion, notamment face à leur peuple, au travers des médias. Mais sauf que, comme je suis un homme de médias, on risquerait de m'opposer la violation de la liberté de la presse. Il n'y a pas de liberté de la presse qui vaille, du tout. Dans un contexte qui est comme celui du Mali. Je vous fais comprendre qu'en France, on fait taire les médias qui donnent une information que celle voulue par l'établissement. Mais vous savez que la France n'est pas un exemple de modèle démocratique. Messieurs, allons-y. Nous terminons rapidement, hein, messieurs. Les États-Unis, pareil. Il y a l'instrumentalisation de l'opinion, l'instrumentalisation des médias. Donc, je pense qu'il est important aujourd'hui que le peuple malien comprenne une chose. Le peuple malien n'a pas à écouter les sirènes qui viennent de outre-Atlantique ou bien qui viennent des médias français. Et le peuple malien doit suivre la voie qu'elle s'est tracée depuis 2020, il me semble. C'est-à-dire celle de l'émancipation, de sa libération. Aujourd'hui, vous avez pratiquement 100% du territoire malien qui se trouve pratiquement entre les mains des autorités des pouvoirs centrales, en dépit des incursions des mouvements terroristes qui viennent commettre des exactions au nord du Mali pour aller se réfugier qui en Mauritanie, qui du côté de l'Algérie. Donc, il me semble que c'est une guerre de longue haleine qui est financée à la fois de l'intérieur et de l'extérieur. Et de ce point de vue, on ne doit pas faire des cadeaux aux traites internes. Messieurs, en quelques minutes, puisqu'il manque plutôt 6 minutes, alors 5 minutes avec quelques secondes, je vais me tourner vers vous d'ailleurs, cette question s'adresse à vous deux. Certains observateurs du côté du Mali ont posé cette question de savoir si la mesure de suspension ne viserait pas les partis signataires de la déclaration. En tout cas pour le colonel Abdoulaye Maïga, ce n'est pas un décret qui vise en particulier un parti politique, ni une association spécifique, c'est une mesure impersonnelle, a affirmé d'ailleurs, on va le dire ainsi, Abdoulaye Maïga. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, c'est ce que dit le gouvernement. Nous espérons que c'est en adéquation avec le ressenti du peuple. C'est très important. Mais une fois de plus, je demande aux autorités maliennes de continuer à travailler à la construction des organisations à la fois politiques, à la fois de la société civile, à la fois des syndicats progressistes qui vont accompagner
n'est-ce pas, leur mission. Nous sommes dans un monde qui a eu des révolutions dans le passé. Il n'y a pas de révolutionnaires uniquement avec des militaires. Quand vous regardez la révolution bolchevique, la révolution maoïste, l'armée rouge était toujours accompagnée par une puissante organisation politique qui soutenait le combat de l'armée rouge. C'est clair partout. Si vous faites abstraction, vous dites qu'il n'y a plus d'activité politique, il n'y a plus d'activité syndicale, il n'y a plus d'activité sociale, etc., etc. Donc, vous portez à vous tout seul la charge d'orientation politique du pays. Attention, il faut toujours avoir, c'est être unijambiste, je peux dire. Ça, c'est un pilier qui est vous, votre vision. D'autres piliers, ce sont ces organisations progressistes de masse qui adoubent votre vision et qui vous accompagnent et qui vous protègent dans cette mission-là. Si vous ne le faites pas, la nature ayant horreur du vide, je peux vous dire que il y a quelqu'un qui peut appeler nous rétorquer tout à l'heure que même vous, Panafricaniste TV, si vous étiez au Mali, on vous interdirait, n'est-ce pas, de continuer votre activité. Vous leur répondrez quoi? Alors que vous êtes justement un média progressiste, un média panafricain qui va dans le sens, justement, d'accompagner les autorités maliennes dans leur mission. Donc, soyons un peu... On vous comprend parfaitement, patient parfait, donc vous êtes un homme politique. Albert Anatole, ici, pourquoi, depuis mercredi dernier, on entend des cris d'orfèvre venant justement des responsables de partis politiques maliens? C'est vrai que une révolution, c'est un peu comme une marche tectonique, un mouvement tectonique. Mais dans le contexte actuel, je parle bien du contexte actuel, le double contexte actuel où les autorités maliennes et le peuple malien sont engagés dans une dynamique de refondation de leur État, elles ont besoin de sérénité. Elles n'ont pas besoin des amplificateurs qui portent un message de déstabilisation, d'instrumentalisation de la rue ou de l'opinion. Parce que nous avons le sentiment que vous avez, c'est connu même dans le contexte tchadien, vous avez certains partis politiques qui tiennent des réunions à des heures de Nicodème avec certains diplomates des pays étrangers. Vous avez certains leaders de la société civile qui tiennent des réunions à des heures de Nicodème avec des diplomates étrangers. Ça, c'est aussi clair parce qu'ils sont financiers, ils sont corrompus. C'est clair. Ça, tu veux fonctionner ici. Et qui a intérêt à ce que la dynamique actuelle n'arrive pas à son terme ou n'arrive pas à la maturation? C'est le bloc atlantique, le bloc occidental, notamment la France, l'Union européenne, les États-Unis. Donc nous pensons que, je crois que nous avons affaire à la tête du Mali des hommes de science, des hommes rationnels qui savent où ils vont et me semble qu'ils ne vont pas aller là-haut, n'est-ce pas, patient dont pense qu'ils pourront aller, c'est-à-dire la dictature. Albert Anatole, ici, je vous dis merci d'avoir participé à cette édition de Parole au Panafricaniste pour la reprise de Panafricaniste TV, pour ne pas dire les activités de Panafricaniste TV, sur YouTube et surtout Facebook. Merci à vous, Albert Anatole, ici, en espérant vous retrouver très bientôt. Ça vient un plaisir comme d'habitude. Patient Parfait, merci à vous également. C'est moi qui vous dis merci, et puis bon, écoutez, il y a une nouvelle saison. Que mille fleurs fleurissent pour Panafricaniste TV. Merci à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Nous allons dire merci à tous nos techniciens qui ont mis le pied dans le plat, pour ne pas dire justement les petits plats dans les grands, pour que vous puissiez avoir justement cette édition de Parole au Panafricaniste. Nous allons dire justement merci à Yannickson qui était derrière les machines cet après-midi. Comme j'aime le dire, mesdames, messieurs, déclarait d'ailleurs quelqu'un, il y a quelque chose de pire dans la vie que de n'avoir pas réussi. C'est de n'avoir pas essayé. Il ne faut pas seulement essayer une fois, 10 fois, 100 fois, mais il faut essayer encore et encore jusqu'à arriver au succès, à la réussite. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Restez sur Panafricaniste TV. L'information est en continu sur notre chaîne. Bonne journée à toutes et à tous.